Alors le fait générateur, le premier fait générateur, ça a été la réforme du collège en France et la fin programmée de l'allemand. Nous avons une rencontre, Stéphane Martens et moi, donc co-auteur, où nous avons une longue discussion sur l'évolution de cette relation franco-allemande, qui avait toujours été idéalisée et dont tout le monde considérait qu'elle était un des piliers de la construction européenne. Et nous avons fait le constat tous les deux que les choses s'étaient vraiment beaucoup dégradées dans cette relation franco-allemande depuis une quinzaine d'années, et qu'elle continuait à se dégrader, et que cette réforme du collège et la fin programmée de l'enseignement de l'allemand en France était un épiphénomène là-dedans. Et donc nous avons souhaité écrire ce petit essai, très modeste, avec comme objectif d'abord de réexpliquer peut-être à une nouvelle génération qui n'est pas obligatoirement au fait de cette histoire, ce qu'a été cette construction franco-allemande et cette construction de l'Europe. Nous avons voulu rappeler aussi que ce couple-là, il était condamné à s'entendre, si nous souhaitions, et nous sommes, Stéphane et moi, vraiment viscéralement européens, si nous souhaitions que le projet européen puisse survivre et même se développer et perdurer. Et donc, pour être positif, nous finissons l'essai avec cette volonté de faire quelques propositions pour à la fois relancer la relation franco-allemande, ce couple franco-allemand, comme on dit en français, mais aussi pour relancer l'Europe. Ça, c'était le fait générateur. Et puis après, se sont greffées aussi d'autres crises. La crise de l'euro, la crise des migrants, le Brexit aujourd'hui. Et quand j'ai achevé l'écriture de ce livre, j'étais ici même, à Budapest, dans cet appartement, en août dernier, et je voyais les migrants à Keleti pályaudvar qui arrivaient, et on voyait bien que l'Europe allait de nouveau vivre une nouvelle crise. Et en fait, pour finir, on s'aperçoit que dans ce petit livre, nous avions déjà une vision un peu prémonitoire de ce qui est en train de se passer et de ces crises à répétition qui menacent l'Europe. D'où la nécessité, encore une fois, si nous voulons que cette Europe survive, de relancer ce couple franco-allemand sans qui, qu'on le veuille ou non, rien ne peut avancer en Europe. Ça va être long, je vais essayer d'être court. D'abord, ça va faire 28 ans la semaine prochaine que j'ai mis la première fois les pieds à Budapest. Par le plus grand des hasards, il se trouve que ma meilleure amie est franco-hongroise, mais plutôt hongaro-hongroise, papa et maman hongrois, qui avaient quitté la Hongrie en 1947, pas en 1956. Et pendant nos années d'étudiants, nos années aussi passées en Allemagne, puisqu'on a passé une année ensemble en Allemagne, elle n'arrêtait pas de me parler de la Hongrie, de Budapest, de la Hongrie, la Hongrie, la Hongrie. Pour elle, c'était et elle avait raison, c'était le cœur de l'Europe. Et c'est la première raison pour laquelle je suis attaché à cette zone, c'est parce que j'ai le sentiment, en tout cas, parce que je suis historien de formation, que ça a été le cœur de l'Europe et que ça a vocation à redevenir le cœur de la vraie Europe, que moi en tout cas, je considère comme étant celle qui peut se développer à terme. Je suis arrivé donc il y a 28 ans, c'était naturellement un tout autre Budapest, une toute autre Hongrie. Pour vous donner quelques repères, le ticket de tram était à 2 forints et le ticket de bus à 3 forints. Et on déjeunait très correctement dans un restaurant pour 50 forints. C'était aussi une ville, parce qu'il n'y avait quasiment pas de Français ailleurs, où nous avions en tout moins de 300 Français. Donc on se connaissait tous. Je suis arrivé comme professeur à l'Institut français, mais j'ai pris aussi la présidence de l'association qui gérait la petite école française, parce qu'à l'époque c'était une petite école. Il y avait 50 élèves qui étaient répartis entre la cave, le garage et le grenier de ce qui était l'Institut français Székely-Utca. Donc encore une fois, c'est pas pour faire nostalgique, mais on était dans un tout autre monde. J'ai eu la chance aussi de vivre ici ce qui a fait le tournant du XXe siècle, c'est-à-dire concrètement la chute du mur, mais je l'ai vécu un petit peu en amont, puisque mon ex-épouse est allemande,
la communauté ouest-allemande était encore plus réduite que la communauté française, puisqu'il devait y avoir à peu près une centaine d'Allemands de l'Ouest ici, plus d'Allemands de l'Est qui étaient très installés, avec en particulier le NDK Centrum, hein, le centre culturel d'Allemagne de l'Est, qui était des Acte, là, juste à côté. Mais la communauté d'Allemagne de l'Ouest était très très réduite. Et je me souviendrai toujours, parce que c'est un souvenir là aussi dont je viens de fêter l'anniversaire, le 6 mai 89, rentrant à la maison et trouvant à table un couple d'Allemands de l'Est qui était parmi les premiers à vouloir tenter l'aventure de l'Ouest. C'est-à-dire ils étaient en vacances au Balaton et ils ont décidé de rejoindre l'Ouest. Et à partir de ce début mai 89, j'ai eu vraiment le sentiment, alors a posteriori, mais aussi au moment où on le vivait, hein, de vivre une période voilà, où tout était en train de bouger. Je me souviens de la fin août, quand le ministre des Affaires étrangères hongrois a ouvert la frontière verte. Voilà, on sentait qu'on allait là dans le vent de l'histoire. D'une manière générale, il y a une grande difficulté pour les Français à comprendre ce qu'il y a au-delà du périphérique. Alors, pour ce qui est de l'autre côté de ce qui était le rideau de fer, c'est encore plus compliqué. Tout le temps, avant la guerre de 14, Budapest, vous le voyez bien ici, hein, dans ce superbe immeuble, était la ville la plus moderne d'Europe. Hein. Et pour autant, il y avait la conception qui était très ancrée aussi dans le monde des affaires, et c'est ma deuxième anecdote, qu'on était dans des pays sous-développés. J'étais l'un des rares Français à parler hongrois, d'être en contact avec beaucoup de Hongrois qui louaient leur appartement ou des bureaux, ou qui parlaient français pour ce qui était de mes étudiants, qui cherchaient un job. Je voyais donc défiler ces hommes d'affaires, les premiers qui sont arrivés en 1990. Souvent, les grands groupes envoyaient des gens qui avaient été en poste en Afrique, dans une logique très claire. Pays en développement égale pays sous-développé. Ce qui était une erreur fatale. Ça a été, je crois, un des grands malentendus de la relation de la France, mais aussi d'autres pays, hein, je peux dire la même chose de l'Allemagne, même si l'Allemagne a toujours de tout temps mieux connu cette zone, qui est sa zone de prédilection. Mais ça a été un grand malentendu, et ça le reste encore un petit peu au sein de cette Union européenne, avec cette méconnaissance de ces pays d'Europe centrale et orientale qui créent après une difficulté aussi politique à créer cette Europe, parce qu'il y a du côté de ces pays-là le sentiment qu'ils sont sous-estimés. Ouais, j'irai même plus loin que votre question. Ce qui est en cause, c'est l'avenir de l'Europe, purement et simplement. C'est-à-dire, on a deux éléments, plusieurs éléments. Moi, je vais essayer de me concentrer sur deux éléments qui forment une forme quasiment centripète là aujourd'hui. C'est à la fois d'un côté un couple franco-allemand avec présence en Europe où il y a plus d'Allemagne. Certains vont vous dire trop d'Allemagne, avec une Allemagne arrogante et dominatrice, plus de France du tout, parce que la France a perdu complètement, enfin est inaudible aujourd'hui en Europe. Quand je me déplace avec ce petit livre et que je fais des conférences, que ce soit en Allemagne, en France ou dans les pays d'Europe centrale et orientale, il y a toujours quelqu'un qui me pose la question à un moment, mais est-ce que la France est encore là en Europe? Donc ça, c'est cet élément qui est têtu et qui est renforcé au cours des derniers mois, au cours des dernières années. Et puis de l'autre côté, une construction à l'est de l'Europe de pays qui ont recouvré d'abord la liberté, il ne faut jamais l'oublier, ont recouvré ou découvert pour la plupart quelque chose qui s'appelle la démocratie, avec des élections libres, ont recouvré pour certains même un semblant de puissance économique, hein, avec un développement, naturellement, plus ils venaient de loin, plus ils peuvent aujourd'hui encore progresser économiquement, et qui, grâce à cela, et c'est là tout le paradoxe, ont redécouvert des sentiments identitaires. C'est-à-dire concrètement,
ce qui avait été mis sous une chape de plomb par le fascisme d'abord, ici de la Hongrie, puis par le communisme, ressort aujourd'hui plus belle et est arrosé par la démocratie. Oui, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Et je pense que, sauf à vouloir réinstaurer des dictatures, comme disait Churchill, la démocratie, c'est le pire système à défaut de tout autre. Hein, donc il faut s'en satisfaire. Et ça conduit en Europe à une volonté de ces pays d'Europe centrale et orientale de ne pas accepter obligatoirement tout ce qui vient des grands pays fondateurs, et au premier rang desquels la France et l'Allemagne. Alors la synthèse de tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut arriver? Parce que c'est ça quand même qui est intéressant. Je pense que d'abord, il y a nécessité de redéfinir, et je pense que le Brexit va être le moyen de le faire, ce que nous voulons à 28 ou à moins. C'est-à-dire, est-ce que nous voulons continuer ce projet européen? Ça, c'est la première question. Est-ce que nous le voulons vraiment? Et posons-nous vraiment toutes les questions. Je vais vous redonner une anecdote. La première fois que je suis venu en Hongrie, ici, en août 88, avec ma voiture, en venant d'Allemagne, j'ai attendu 13 heures à Étiéchalom. Est-ce que nous voulons ça? Est-ce que nous voulons que ces pays se referment sur une identité et sur un nationalisme et remettent des frontières tout autour d'eux? Est-ce que nous le voulons vraiment? Ça, c'est la première question. Moi, j'ai ma réponse. Mais est-ce que le peuple européen est bien conscient de tout ça? C'est-à-dire, si on arrête ce projet européen, est-ce que c'est bien tout ça qu'on veut remettre en cause? Et à partir du moment où on aura répondu à la première question, c'est, quoi qu'il arrive, on voit bien qu'aujourd'hui, le système il est à bout de souffle. On ne peut plus continuer comme ça. Il est insatisfaisant. Il y a ces tensions. Il y a le terme que vous avez employé est fort approprié. Il y a une méfiance. Et il y a surtout l'incapacité à construire un rêve collectif. C'est là tout le paradoxe, là aussi. L'Europe, elle fait rêver ceux qui n'y sont pas. Elle ne fait plus rêver, en tout cas plus de la même manière, ceux qui sont à l'intérieur de cette Europe, parce qu'ils ont peut-être aussi oublié d'où ils venaient. Ce que nous avons fait ensemble, la paix, la réunification, l'élargissement, toutes ces questions-là, aujourd'hui, elles sont devenues banales, on les a oubliées. Et aujourd'hui, il faut retrouver un nouveau souffle, retrouver un nouveau rêve, retrouver un nouveau projet, et ça passe par le politique. La société civile, elle l'a bien compris. Ces étudiants qui se trimballent à travers toute l'Europe grâce au programme Erasmus, ils l'ont bien compris, ils sont européens. Ils ne se posent d'ailleurs même pas la question. Hein. Ils déménagent de Paris à Budapest comme on déménage de Bordeaux à Toulouse. Ils sont européens. Mais là où le système pêche aujourd'hui, c'est au niveau politique. Il n'y a pas cette volonté, il n'y a pas cette force d'entraînement. Et puis aujourd'hui, on a laissé les clés de la maison européenne à des techniciens qui s'occupent de choses très intéressantes, hein, comme la forme du concombre ou des choses. Et pour autant, les enjeux ne sont pas là aujourd'hui. Parce qu'il y a une nouvelle donne, et je finirai là-dessus, c'est que là où on a construit un système européen essentiellement basé sur une approche économique, liberté de marché, liberté de circuler, des marchandises, des biens, des personnes, eh bien c'est ajouté aujourd'hui un autre élément, c'est celui de la sécurité, qui n'était pas au cœur du projet européen hier. Il y avait la paix, mais la sécurité intérieure, menacée de l'extérieur, c'est quelque chose de nouveau, qui vient avec le terrorisme, qui vient aussi de manière détournée dans le langage politique et dans l'instrumentalisation, surtout des partis extrémistes et anti-européens par le biais de l'immigration. Et ça, aujourd'hui, c'est une nouvelle donne pour l'Europe. Et il faut répondre aussi à la préoccupation des Européens sur ce sujet-là. Et c'est là aussi, encore une fois, de la responsabilité du politique de s'emparer de ces sujets-là et de trouver des réponses, et en particulier à la question migratoire, qui est sans doute la question la plus compliquée, parce que là, pour le coup, chaque pays de l'Union européenne a une conception particulière et personnelle de la relation à l'étranger. Ici, en Hongrie, vous le savez pertinemment,
On ne considère pas l'étranger comme on le considère en France ou en Allemagne. L'histoire de la Hongrie, le fait que pendant 1000 ans ce pays se soit complètement protégé et sauvegardé sa langue, sa culture, alors qu'il était cerné par d'autres forces bien plus importantes, a créé aussi un sentiment nationaliste et compliqué vis-à-vis de l'étranger, dont les derniers souvenirs remontent aux grandes migrations ottomanes des XVIe et XVIIe siècles. Ils ont laissé les bains à Budapest, il ne faut surtout pas l'oublier, mais ils n'ont pas laissé obligatoirement toujours un très bon souvenir. Donc là-dessus, c'est là que l'enjeu est à la fois gigantesque, mais je trouve extrêmement stimulant de se dire quelle Europe voulons-nous demain. Et pour finir vraiment par rapport à votre question, les pays du groupe de Visegrad qui sont prêts à s'engouffrer dans le Brexit pour faire un Visegrad-Site doivent vraiment réfléchir à le positionnement qui serait le leur demain s'ils étaient en dehors de ce qui pourrait survivre au projet européen.